Une image vaut 1000 mots. Ce proverbe chinois s'applique aussi d'une certaine manière à la médecine. Si le dialogue est capital et incontournable, l'imagerie médicale, découverte il y a plus d'un siècle, est aujourd'hui irremplaçable dans toute approche thérapeutique. Longtemps, l'image médicale a servi au diagnostic et à l'analyse. Depuis les années 70, elle guide aussi le geste médical. Pulsation TV, ce mois-ci, vous emmène au cœur du corps, là où certains radiologues interviennent avec minutie pour des gestes minimalement invasifs, grâce à l'image sous toutes ses formes. La radiologie interventionnelle représente dans l'éventail d'un service de radiologie comme le nôtre, qui fait environ 200 000 gestes par année, un pourcentage assez restreint, si on compte seulement les prises en charge, le nombre de prises en charge, le nombre de patients. Mais dans l'activité globale, activité médicale et activité de l'équipe soignante, ça représente quand même une partie conséquente parce qu'un geste thérapeutique dure plus longtemps qu'un geste diagnostique. Toutes les parties du corps sont concernées par la radiologie interventionnelle. On peut faire des interventions du pied à la tête. La tête, ce sont nos collègues neuroradiologues qui s'en occupent. Le cœur, nos collègues cardiologues, et nous, on s'occupe du reste. De plus en plus souvent, ces pratiques minimalement invasives sont une alternative à la chirurgie classique. Avant toute intervention, chaque cas est discuté lors de colloques multidisciplinaires qui ont lieu régulièrement afin de déterminer le choix de la technique qui sera la plus profitable pour le patient. Les avantages de la radiologie interventionnelle pour le patient, c'est éviter souvent l'anesthésie générale. Le patient est réveillé pendant l'intervention. C'est l'absence de cicatrices et la récupération très rapide qui permet au patient de rentrer à la maison quelques heures après l'intervention. On m'a dit qu'il ne fallait pas avoir peur. D'ailleurs, je n'avais pas peur, non, puisque j'ai eu pleine confiance. Je reviens de nouveau, j'étais tellement bien entourée avec toute cette équipe de radiologie. En radiologie interventionnelle, l'utilisation des rayons X n'est pas anodine. Toutes les précautions sont prises pour éviter au maximum les risques d'irradiation. Il existe une irradiation quand on utilise un tube de radioscopie, mais actuellement, avec les appareils qu'on utilise, cette irradiation pour le patient est négligeable. Par contre, pour les professionnels, ceux qui travaillent à côté du tube de radioscopie, la dose cumulée est significative. C'est la raison pour laquelle on porte un tablier de plomb et des lunettes plombées. Mais je vous rassure, cette dose n'est jamais dépassée dans notre exercice parce qu'on se protège assez bien. La somme des interventions effectuées au HUG est en constante progression. Elles sont de plus en plus variées et complexes et touchent aussi bien les enfants que les adultes ou encore les personnes âgées. Lors d'une intervention qui peut durer d'une vingtaine de minutes à plusieurs heures, le radiologue interventionnel est entouré d'une équipe de professionnels spécialisés. En fonction de la difficulté et de la complexité des cas, il y a 1, 2 ou 3 radiologues qui font l'intervention, qui assistent à l'intervention. Et puis c'est un travail d'équipe. Il y a aussi une équipe d'anesthésie qui est là pour le confort et la surveillance du patient, et surtout des techniciens en radiologie médicale qui nous assistent dans la prise des images, la gestion du matériel, et qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'intervention. Le rôle d'un TRM, il est divisé en 3 parties, ici en tout cas à l'hôpital. La première partie, c'est avant l'examen. Avant l'examen, on a la préparation de la salle, parce que chaque examen ne se fait pas de la même manière, la préparation du matériel, et puis les documents nécessaires à l'intervention et l'accueil du patient. Ça, c'est avant l'examen. On va accueillir le patient, contrôler son identité, vérifier s'il est bien à jeun, et surtout lui expliquer, parce que d'expliquer l'examen à quelqu'un, ça permet que l'examen se déroule beaucoup plus facilement. Pendant l'examen, on essaye de travailler en binôme. Il y en a un qui s'occupe des écrans qui sont là, de la technique, et un autre qui est en salle et qui va servir d'assistant au radiologue en lui donnant tout le matériel nécessaire, tout le matériel stérile nécessaire, et toujours, parce que c'est un point important pour moi, en gardant aussi le patient. Et la troisième partie, ce sera celui qui est du côté des écrans de traiter ces images, puisqu'on fait beaucoup d'images, de faire la facturation, puisqu'il y a un côté administratif dans notre métier également. Et l'autre va s'occuper du patient, va le faire
remonter soit dans son unité, soit aux soins, tout dépend de l'examen qui a été fait, de lui expliquer ce qui a été fait, de faire une feuille de suite, parce qu'on fait des feuilles de suite pour expliquer à nos collègues infirmiers, infirmières ce qui a été fait, et puis de repréparer la salle pour le cas suivant, parce que les cas s'enchaînent au fur et à mesure de la journée. L'équipe d'anesthésie est composée la plupart du temps d'un médecin anesthésiste et d'un infirmier anesthésiste. Mon rôle, c'est déjà de prévoir le matériel nécessaire à toute prise en charge anesthésique pour un patient X ou Y, de vérifier le site à mon arrivée le matin, de veiller à ce que le matériel soit renouvelé, que le site soit toujours opérationnel en fait. Et ensuite, je vais participer à l'anesthésie avec le médecin, à la mise en place de celle-ci, à la surveillance et ensuite à l'adaptation en fonction du patient et de sa physiologie, de sa demande. Et puis d'aider le médecin dans des gestes plus techniques en lui donnant le matériel adéquat. 3 techniques d'anesthésie peuvent être utilisées en radiologie interventionnelle. Principalement en radiologie interventionnelle, on fait, je dirais, 3 choses. On fait ce qu'on appelle stand-by, c'est-à-dire qu'on monitorise le patient, c'est-à-dire qu'on va surveiller sa pression artérielle, son rythme cardiaque et puis la façon dont il respire, sa saturation d'oxygène. Et on est là au cas où les radiologues ont besoin de nous. Donc on est là en première ligne, mais on ne fait rien, on ne donne pas de médicaments, sauf s'il y en a un besoin, ce qu'on appelle stand-by. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la sédation, qui est ce qu'on va faire chez le patient qui est ici si tout se passe bien. C'est-à-dire qu'on induit un niveau d'anesthésie qui n'est pas un niveau d'anesthésie très profond. C'est-à-dire qu'on peut avoir encore un contact avec le patient, on peut le réveiller, mais on lui donne déjà un certain nombre de médicaments qui vont faire qu'on baisse son état de conscience. Et puis alors, il y a plus traditionnellement, enfin on voit plus traditionnellement ça dans les blocs opératoires, il y a l'anesthésie générale. Parmi les actes guidés par l'imagerie, il y a aussi ceux qui touchent le domaine des articulations dites ostéo-articulaires. Ce sont des gestes à visée essentiellement diagnostique pour déterminer avec précision l'origine de douleurs par exemple, ou encore prélever un fragment de tissu dans une lésion ou une tumeur, mais aussi des gestes à vocation thérapeutique. Le pourcentage d'actes que nous réalisons, interventionnel environ 20%, diagnostic environ 80%. Pour les actes interventionnels, on a plusieurs moyens d'être guidés par l'imagerie. Ça peut être l'échographie, lorsque notamment c'est au niveau de la peau ou des régions superficielles, ou bien alors on peut le faire sous scopie, qui sont ces caméras à rayons X, ou bien le faire sous scanner lorsque on doit faire un prélèvement ou une intervention qui est plus profonde au niveau du corps. Grâce au progrès de l'imagerie médicale, la chirurgie du cerveau a elle aussi beaucoup évolué. Certaines pathologies aujourd'hui ne s'opèrent plus, elles sont traitées au moyen de nouvelles méthodes minimalement invasives qui évitent d'ouvrir le crâne du patient. C'est le cas notamment pour les AVC et les anévrismes. Genève aujourd'hui, c'est un des 3 centres de référence en Suisse pour les maladies vasculaires dans la médecine hautement spécialisée. Alors, nous sommes spécialisés dans les traitements des anévrismes cérébraux, rompus, non rompus et des cas complexes, des malformations artério-veineuses. Ce sont des connexions entre les artères et les veines qui se font de façon anormale et qui peuvent produire une hémorragie. Et aussi, nous faisons la recanalisation des AVC ischémiques. Nous montons jusqu'au niveau de l'occlusion et nous retirons les caillots qui bouchent l'artère et qui font les cerveaux souffrir d'une ischémie. Alors, je ne me suis absolument pas rendu compte que j'allais avoir ou que j'avais un AVC parce que j'ai traversé 2 jours, un samedi dimanche de week-end, seule à la maison puisque je suis veuve, et avec une migraine à tout casser qui ne cessait pas. Et comme j'étais depuis enfant avec des migraines ophtalmiques, qu'on soignait avec les moyens du bord à l'époque, j'ai patienté en me disant ça va s'arrêter. Et comme ça ne s'arrêtait pas, j'ai téléphoné à mon médecin de famille qui m'a dit « Mais madame, je ne veux pas vous voir, vous allez tout de suite voir un neurologue ». Donc je suis partie chez ce neurologue en toute confiance, ne sachant absolument pas au fond ce qui m'arrivait. Et il m'a observé, il a fait 2-3 examens, il m'a fait un IRM léger, enfin il
Il m'a donné aucune explication et il m'a envoyé directement dans une clinique où j'ai eu un autre IRM et d'où on m'a renvoyé immédiatement à l'hôpital cantonal. Normalement, le patient il arrive, il a son imagerie initiale qui est faite aux urgences. Nous avons besoin d'un scanner avec les diagnostics de base, soit une hémorragie, soit un AVC, ou soit une malformation artério-veineuse. Après, il vient ici, et dans cette salle d'angiographie, nous faisons l'imagerie complémentaire. Ici, c'est une salle qui nous donne l'iscopie directe. Ça veut dire on voit par transparence tout ce qui se passe, la navigation de nos cathéters. Si on injecte les produits de contraste, nous arrivons à voir toute l'anatomie vasculaire. Et aussi, c'est une machine qui fait un scanner. Alors, pendant l'intervention, tout ce que nous avons besoin comme imagerie complémentaire, normalement, dans cette salle-là, nous avons tout ce qu'il faut après les diagnostics initiaux. Mirjana était soignée au HUG pour un anévrisme découvert par hasard lors d'une visite de routine chez son médecin traitant. Malgré une prise en charge délicate de plusieurs heures et les risques mortels qui l'auraient attendu sans cette intervention, elle ne s'est pas rendue compte immédiatement de la gravité de sa maladie. Je ne voyais pas tellement la gravité de la maladie. J'étais bien réveillée, j'avais faim, j'avais soif, j'étais en pleine forme, j'avais envie de me lever, on m'a dit de ne pas bouger. Le lendemain, j'étais suivie aux soins intensifs, où j'étais également très bien suivie. On s'est bien occupé de moi. J'avais l'impression, maintenant je peux le dire avec le recul, j'avais l'impression, personnel, infirmière, les médecins, partout où j'ai passé, j'avais l'impression qu'eux, ils avaient plus peur pour moi que moi pour moi-même. Autre territoire médical où la radiologie interventionnelle a pris un essor considérable ces dernières années, la cardiologie. Les artères coronaires, ce sont des petites artères, c'est un peu comme la radiologie interventionnelle au niveau neurologique. On va dans les petits vaisseaux, on va dans des artères de petit calibre, de quelques millimètres. Alors miniaturisé, puis en même temps qui s'est très développé du point de vue technique, parce qu'au début, les balbutiements de la cardiologie interventionnelle, on allait juste avec un ballonnet déboucher l'artère, et puis après on espérait que ça ne se rebouche pas. Maintenant on a amélioré la technique, on peut mettre des stents, et maintenant on peut même intervenir sur des artères qui sont bouchées depuis longtemps, qui sont calcifiées, qui sont comme du caillou à l'intérieur. On peut aller passer des fraises à l'intérieur pour améliorer le résultat, ce qui permet de faire des interventions plus techniques, plus complexes sur des vaisseaux, des artères plus malades, et ce qui réduit aussi le volume d'activité pour la chirurgie, parce qu'on fait de plus en plus d'interventions complexes du point de vue interventionnel. Si en 1895, l'imagerie médicale se résumait à une radiographie de la main suite à la découverte des rayons X, l'avenir proche verra lui l'avènement de l'image en 4 dimensions. Dans ce projet, l'imagerie 3D, elle vient en fait des données du patient qu'on reconstruit grâce à un logiciel Osiris que nous avons développé. Le 4D, c'est une dimension du temps, une dimension supplémentaire qui permet de voir les images dynamiques. On est capable d'avoir des images avec une fonction dynamique de flux ou de perfusion. Et le projet lui-même va adapter ça pour l'utilisation en temps réel dans une salle d'intervention dans laquelle le chirurgien ou le radiologue peut avoir les images du patient acquises préalablement, fusionner avec les images actuelles du patient pour pouvoir ainsi suivre en 3D et en 4D l'intervention qu'il est en train de faire. La dernière minute de cette émission Pulsation TV maintenant avec le nouveau magazine des Hugues Pulsation, nouveau look et nouvelle maquette, disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Les Hugues, ce sont aussi un site internet et des pages pour Facebook et Twitter, et une chaîne dédiée sur YouTube et Dailymotion.